Votre père crée en 1934 cette société de secours aux musulmans. Voilà. C'était une initiative privée. Tout à fait. Mes parents ont investi beaucoup sur le plan financier dans ce domaine-là, sans parler effectivement de toutes les charges que ça pouvait représenter. Et au début, ils ont eu le soutien de la Croix-Rouge française, avec donc la venue de temps en temps d'infirmières qui étaient là pour venir prendre le relais. Et puis il y avait également le personnel infirmier qui était musulman. Oui. Voilà. Donc c'était un tout petit noyau. À partir de 1940, un contrat est passé avec des infirmières et des assistantes du boulevard de Verdun. Oui, c'est ça, donc c'est la Croix-Rouge. Et en 1942, le dispensaire s'est développé. Et ensuite, il a été agrandi d'une aile qui était l'aile antituberculeux, avec tout équipé, etc. Donc, on dit qu'en 1948, il y avait des médecins qui viennent. Il y avait donc des médecins généralistes qui venaient. Eux étaient locaux, venaient de Boufarik essentiellement, ou même de Blida, donc c'était tout proche. Ils avaient des consultations très, très régulières. Également un médecin ophtalmo qui était le docteur Bardena. Parce qu'il y avait beaucoup de trachome en Algérie. Voilà, trachome, cataracte, faisait des interventions de la cataracte sur place, ce qui serait peu imaginable à l'heure actuelle. Et le docteur Farkas est venu quand le dispensaire a été agrandi, et elle faisait passer des radios avec ses consultations, et elle était très très respectée de la population indigène. Elle avait une volonté, et puis elle arrivait au travers en voyant un poumon, à savoir qui était derrière, même si effectivement le nom n'était pas donné, qui était derrière l'écran de radio. J'ai lu que la vocation de cette fondation que votre père a créée au départ, avec beaucoup de difficultés, c'était vraiment qu'il y a un lien entre les deux populations, indigènes et françaises. Dans un milieu agricole, il y a cohabitation, surtout dans ces petites propriétés. Tout le monde travaille la terre. Voilà. Et puis on se connaît. D'ailleurs, tous les locaux parlaient l'arabe, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. On vivait très proche, etc. Donc ils habitaient sur place. Est-ce que vous avez eu vent d'une tension entre les employés arabes de votre père sur la ferme au fur et à mesure que les choses se dégradaient? Non. 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 Vous savez, je vais vous dire une chose. Après l'enlèvement, la disparition de mon père, nous nous sommes rendus avec ma plus jeune sœur auprès de maman, qui était restée donc 1 mois et demi toute seule, et sans avoir beaucoup d'informations. Et quand nous sommes arrivés sur place, à Souma, le village s'était vidé, pratiquement en totalité, et l'un de nos ouvriers qui était sur la propriété depuis très très longtemps, à qui maman apprenait le français, qui accompagnait papa partout, était son chauffeur à l'occasion, mais également lui travaillait avec maman. Parce que maman, quand elle est effectivement, on en disait maman va aux abeilles, elle partait pour la journée avec un pique-nique. Et ils étaient tous les deux. À sa garde. Ils étaient tous les deux, ils travaillaient tous les deux, puisque lui-même aidait maman à transporter des ruches, etc. Donc ils partageaient la vie. Et alors pour en revenir à ce que je vous disais, quand nous sommes rentrés donc avec ma sœur et que j'ai vu Rabat qui est arrivé à la maison, et il m'a regardé et il avait les larmes aux yeux. Et il m'a dit, si j'avais été là, ça ne se serait pas passé. Donc votre père, il a disparu le 23 août, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? Bien, écoutez, il y avait toujours à la maison, donc maman était là. Le matin, donc Rabat, notre ouvrier fidèle, qui avait été son chauffeur, papa a dit à Rabat, écoute, tu vas aider à l'huilerie, il y avait quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y avait à faire exactement. Tu restes là, moi j'ai un rendez-vous important. Personne n'a jamais su quel était ce rendez-vous, et probablement à Boufarik. Mais donc il a disparu entre Souma et Boufarik, parce que personne ne l'a vu à Boufarik, il était très connu. Donc maman sur le moment a pensé à un accident ou quelque chose, elle s'est commencé à s'inquiéter en voyant qu'il y avait du retard, et puis elle a parlé aux gendarmes qui étaient là, eux-mêmes n'y ont pas cru sur le moment, bien puis tout de suite après, on s'est dit qu'effectivement il y avait de fortes chances qu'il ait été enlevé, mais sans trop y croire malgré tout. On pensait peut-être une prise comme un otage, si vous voulez, voilà.
Et puis après, je me souviens d'une fois où j'ai eu maman au téléphone et qui m'a dit, elle entendait des camions passer. Maman pensait peut-être que ça serait, ils venaient avec des personnes qu'ils avaient enlevées et espérait chaque fois qu'elle entendait un camion passer que papa rentrerait peut-être à ce moment-là. Écoutez, je crois que maman avait une énergie extraordinaire et elle ne voulait pas y croire. Vous savez, on a toujours l'espoir au fond de soi, toujours. Elle ne pouvait pas imaginer que mon père ne revienne pas. Donc elle a tenu seule et donc c'est elle qui a géré en quelque sorte le reste de ce mois qui a été horrible. Ouais. Alors les moissons donc ont été terminées, comme je l'ai écrit, mon père avait payé tous les ouvriers, fait payer tous les ouvriers par le biais de ce contremaître. Et bien évidemment les propriétaires chez qui les moissons avaient été faites n'ont pas pu payer ensuite, ils sont partis aussi probablement en catastrophe. Donc on s'est retrouvé en difficulté aussi à ce moment-là. Votre père a été retrouvé finalement ? Non, jamais. On n'a rien su de ce qu'il était advenu. Vous savez, les archives ont été ouvertes il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je parlais de Colette Ducossader, c'est bien pour ça que nous avons travaillé ensemble avec elle et avec le même objectif également. Elle retrouvait les traces de son mari, dont elle n'a absolument rien, et moi celui de mon père, et évidemment sans parler uniquement d'eux, mais de tous ceux qui avaient disparu.